Chapitre 9. Fil de trame, fil de chaîne, tisser inexorablement la vie. Plusieurs temps, plusieurs espaces se croisent dans mon histoire. Mon histoire, petit morceau de songe, transmis d'année en année à tous ceux qui ont respiré la même atmosphère. Parentage de rire, parentage de pleurs, dans le grand mouvement du temps qui passe. Brouiller les pistes du langage, brouiller le temps et l'espace et retrouver le sens des choses. Fil de trame, fil de chaîne, l'histoire avance. Elle plonge ses racines dans l'eau saumâtre de ma mémoire. Des mots se meuvent et prolifèrent. À l'abri de ma demi-conscience, ma mémoire n'est pas un marigot aux eaux paresseuses. Elle est fichée au beau milieu du balancement des grandes eaux, au saumâtre de mes songes où les paroles palpitent, crépitent. Mots rouges, mots blancs, mots bleus teintés de noir aussi. Mes mots se hissent sur leurs échasses pour mieux regarder la vie et comprendre qui je suis. À l'abri, au plus profond de mes songes, les mots prolifèrent. Des mots en habits multicolores comme des millions d'arlequins qui cherchent d'où vient le bruit de la fête. Mes mots, sur leurs talons, respirent et l'air, et la terre, et la mer, mangrove enivrante de mes regrets et de mes rêves. Le temps poursuit son grand œuvre. Il parcourt les froids endroits de ma vie, maille à l'endroit, maille à l'envers, crocheter les mots et la vie. Au cœur des plus pures ténèbres, trouver les lumières de la vie. Les terres Saint-Ville. Quelques dominicaines bradent leurs chairs adipeuses à la hâte au coin d'une rue, roulis de hanches dans des collants obscènes. Des loques humaines fouillent la poubelle. Quelques voyageurs espèrent un bus le long du cimetière de la Levée. Il est 5 heures, c'est la fin de l'après-midi. Et le soleil est encore haut dans le ciel. Chaleur intense et corps moite. Attente interminable. Le bus de Gaudissart arrive enfin. La foule compacte se presse vers l'avant du véhicule. On lutte, on bataille, on guerroie. Plus aucune place assise. Encore quelques minutes d'attente et puis on démarre dans un vrombissement sourd. Je m'agrippe à l'une des sangles de cuir et tente de m'adapter à la danse qui commence. À chaque tournant, le chargement humain tangue d'un côté puis de l'autre. Grand partage d'odeurs et de sueur. Toujours la même histoire lorsque je regagne Gaudissart après une journée de cours à l'école normale où je suis élève institutrice. Ce n'est pas pour moi un choix et comme on dit, j'ai réussi au concours à l'insu de mon plein gré. Les sujets m'avaient passionné. Maman Victoire, n'ayant pas envisagé pour moi d'études au sortir du baccalauréat, je m'étais plié à ses volontés et m'étais présenté au concours d'entrée à l'école normale. Opérer des choix pour les autres est une des aptitudes de Maman Victoire. Elle est persuadée que toutes ses décisions ne peuvent qu'être plus avisées que celles de ses enfants qui n'ont pas encore comme elle compris le sens de la vie. Aussi tente-t-elle toujours, avec la plus pure des bienveillances, de les protéger d'eux-mêmes. Fil d'hier et fil d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Depuis quelque temps, je vis à Gaudissart avec maman Marie-Rose, un grand appartement de 4 chambres qui a longtemps logé mes frères et sœurs et où maintenant ma vie s'organise. Je ne suis plus à Saint-Georges, dans la maison de maman Victoire. C'est sa fille qui l'a décidé ainsi. Lorsque dans l'ombre, elle tissait sa toile, de ses longs doigts agiles, tissant pour moi un destin. Une fable construite et mise en œuvre, dans le froid silence de ses longs doigts agiles, elle filait ses propres évidences. Sa première évidence, être la seule fille reconnue, c'est être seule à posséder des droits que lui donne la loi. Hors la loi, point de famille. Hors du clan, point de salut. Le bus qui m'emmène à Gaudissart démarre. Épaisse fumée, noire et odeur étouffante de gasoline. On quitte peu à peu Fort-de-France.
Après les Terre-Saint-Ville et le pont de Chêne, c'est l'interminable serpent de la route de Balata. Le bus s'époumonne, il s'essouffle dans le morne. La route de Balata est longue, très longue. Si on continue à rouler, on arrive sur la trace qui se faufile à travers la végétation luxuriante de la forêt tropicale. La route de Balata est longue, si longue qu'elle semble atteindre les nuages et flirter avec la folie d'un trop-plein de nuages et de vent. Au fur et à mesure qu'on monte, l'air se rafraîchit et l'on change de décor. Après Gaudissart, ce sont les hauteurs vertes et sereines de Tivoli et de Roudat, bien loin de la touffeur de Fort-de-France. Fil après fil, dans un froid silence, la fille de maman Victoire tisse sa toile de ses longs doigts agiles. Seconde évidence, porter le même nom que maman Victoire permet d'accéder à une sorte d'aristocratie. Un label qui fait qu'on plane au-dessus de la masse. Un mur infranchissable s'établit donc entre l'élite et la masse. Le bus file sur la route. Des maisons entourées de petits jardins se succèdent, mais les voyageurs plongés dans leurs pensées ne les voient plus. Comme nous n'allons pas vers les fricheurs de Tivoli, le bus quitte la route sinueuse de Balata et emprunte une descente vertigineuse, celle qui conduit à Debriant. Debriant et Gaudissart sont des sœurs jumelles qui ont été la même mamelle de misère. Ce sont des cités dortoirs construites sur des modèles pensés par la métropole pour la masse. La masse des ouvriers à faible revenu qui prolifèrent ordinairement dans les villes pré-industrielles. Des modèles pensés à Paris, loin des coutumes martiniquaises. Debriant et Gaudissart ont toutes deux poussé dans la périphérie de Fort-de-France vers les années 60. Passé Debriant, on arrive très vite au cœur même de Gaudissart. Les immeubles de Gaudissart sont reconnaissables à leurs 4 étages sans ascenseur et à la lèpre rougeâtre sous laquelle disparaissent les traces de leur peinture d'origine. De grands bâtiments qui impriment leur sinistrose avec des oripeaux de pauvres à des fenêtres aveugles. Tout un peuple y vit, comme il peut, dans une promiscuité odorante et sonore. Une solidarité s'organise au cœur de la banlieue foyalaise. Des stratagèmes se bâtissent pour contourner les lois imposées et soulager la misère. Des coups de main entre voisins, en passant par les jardins poussés sur les balcons et les petites constructions sauvages où l'on élève poules ou cochons que l'on partage à Noël entre voisins. Des coups de main entre voisins jusqu'au commerce illicite. C'est tout un peuple venu des campagnes qui se bat pour faire fuir la misère de tous ceux qu'on laisse à la périphérie de la vie. La fille de maman Victoire tisse une œuvre qui s'étend comme un grand manteau de misère. Chaque fil est un décret qui transporte un malheur. Le bus ondule sous les dos d'âne. Un homme ivre prophétise avec une voix d'outre-tombe. Les voyageurs ne semblent ni l'entendre ni le voir, comme ils ne semblent ni entendre ni voir la misère des alentours. C'est que l'homme redit pour tout le monde les paroles d'un rite martiniquais ancien et accepté. Ça et là, des belles à ordures éventrées répandent leurs entrailles sur la chaussée. Dans un canal, un chien crevé cuit à petit feu sous une poudre de chaux vive. Fil après fil, la fille de maman Victoire tisse sa toile dans un froid silence. Troisième évidence. Tout ce qui ne fait pas partie du clan est indigne, d'une indignité repoussante qu'il faut à tout prix jeter au dehors, loin, très loin de l'élite. D'année en année, la fille de maman Victoire a construit une fable et s'est attelée à lui donner vie. Un grand tissu d'évidence qui prépare de grands malheurs. Lui donner vie, tout d'abord, dans l'esprit de maman, trop occupée aux soins portés à ses petits-enfants,
et peu soucieuse de mon adolescence. Faire des révoltes propres à toutes les adolescences, l'épreuve d'une dignité repoussante. Et même prétendre protéger Maman Victoire de mes inexcusables turpitudes. Instiller cette issue d'évidence dans l'esprit de Maman Victoire? Mais plus encore, et c'est là que c'est une véritable prouesse de ces doigts agiles qui tissent les malheurs, donner vie à ces évidences au plus profond de mon esprit. Longtemps j'ai cru à la fable de mon indignité repoussante. On ne peut pas être plus royaliste que la reine, sans aucun bâton pour me battre. Ma maman étant muette, j'ai traîné la vie, rire au dehors et pleurs au dedans. J'ai donné vie à toutes les évidences de la fille de Maman Victoire, celle qu'elle s'était appliquée à distiller comme un alcool fort dans l'esprit de sa maman qui jubilait en silence. J'étais pieds et poings liés par une longue chaîne de désamour et d'abandon. Je n'étais en réalité ni un ange, ni un démon, mais à la fin de la fable de la fille de Maman Victoire, j'étais bel et bien devenu, aux yeux de tous, une mauvaise peste qu'on élimine en la bannissant. À la fin de l'histoire, la fille de Maman Victoire était la seule fille de Maman Victoire, une évidence. Et moi, je n'étais nulle part. Le jour de ma disparition de l'univers de maman était un jour comme tous les autres. Un jour de froid silence où je m'étais absenté de chez Maman Victoire pour prendre un bol d'air. À mon retour, mes clés n'entraient plus dans aucune serrure et mes affaires étaient à la rue. Tout simplement, cela sans un mot de Maman Victoire. Chassé du paradis de mon enfance par des doigts agiles dans un froid silence, c'est alors que la déconfiture est descendue sur mon univers comme une lave incandescente. Et le crépitement de ma condamnation a résonné, retenti de place en place, tourbillonné dans l'air brûlant longtemps, longtemps. On voulait que j'étouffe, que je suffoque dans les ruelles d'une infamie. Jamais personne n'avait disposé d'un arsenal plus foudroyant. Mais plus encore que le grand silence des doigts agiles de la fille de Maman Victoire, c'est le grand désespoir de voir ma seconde mère m'abandonner qui a scellé pour moi un destin de misère. Exécutant la parole prophétique qui avait été prononcée pour moi et m'enfonçant chaque jour davantage dans un puits profond et sans lumière. C'est au cœur des ténèbres les plus épaisses que naît quelquefois la lumière. Comme autrefois, fait remonter du plus profond de ma conscience des milliers d'arcs-en-ciel d'espoir. Semé d'embûches, la route se poursuit malgré tout, le chemin contournant les obstacles. Le bus manque d'écraser une race de chiens faméliques qui poursuit des femelles éthiques pour des copulations hargneuses au beau milieu de la rue. De place en place, à chaque arrêt, des groupes de femmes et d'hommes disparaissent sans bruit dans la nuit qui s'annonce. On regagne la demi-clarté des appartements. Depuis quelques mois, je tente d'apprivoiser ma nouvelle vie aux côtés de ma Marie-Rose. On ne peut pas dire que je sois vraiment satisfaite de ce qui m'arrive, puisqu'après toutes sortes de stratagèmes pour m'éloigner de son trésor, la fille de Maman Victoire a obtenu ce qu'elle voulait. Maman Marie-Rose demeure pour moi un mystère. En dehors des vacances passées au Carbet et quelques rares visites, je n'ai pas eu beaucoup de contact avec ma famille. C'est comme si le temps avait établi une rupture de quelques années et puis avait repris son cours, l'air de rien. Et pourtant, que de métamorphoses! Entre la maman dont j'écoutais battre le cœur, la tête contre sa poitrine, lorsque j'habitais le Carbet,
et celle qui vit à mes côtés dans l'appartement de Gaudissart, il y a un grand vide, une béance. Qui suis-je pour maman Marie-Rose? Assurément pas le bébé qu'elle tentait autrefois d'apaiser et d'endormir. Je lui arrive tout armé de l'éducation d'une autre. Mes mots sont les mots de maman Victoire, mes manières sont ses manières, et mes convictions semblent être les siennes, étrangères au beau milieu des miens. Ma vie à Gaudissart est une parenthèse, une longue et énigmatique parenthèse. Mes pensées elles-mêmes en salle d'attente. De quoi est-ce que je rêve au cœur de la banlieue fouille à l'aise? Je regarde la vie et la vois se dérouler chaque jour, parée à elle-même, incapable d'aucune réflexion, incapable même d'envisager aucun avenir. C'est la routine du quotidien qui sauve les apparences. La corvée des courses, la préparation des repas. Pour Marie-Rose, de longues heures à regarder les feuilletons télévisés, et pour moi, de longs moments à me perdre et à me retrouver dans les livres. Mais à bien réfléchir, vivre chez maman Marie-Rose était préférable à l'appartement sans fenêtre de Bellevue, dans lequel la fille de maman Victoire avait tout d'abord tenté de m'enterrer avant de trouver une solution radicale à mes éternels retours chez sa maman. Un appartement sans fenêtre dans lequel j'avais commencé à me zombifier. Mon frère René m'avait sauvé de moi-même en m'emmenant chez notre mère. Et là, comme toute maman créole qui voit dépérir son enfant, elle m'avait entouré de soins. Elle avait remis des rires et des couleurs dans ma vie. Vivre avec Marie-Rose, ce n'était pas le bagne, loin de là. Les fils d'hier et les fils d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis.